Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la sénatrice, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les maires, Monseigneur l'évêque aux armées, Monsieur le conseiller de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le chancelier de l'Institut, Monsieur le chancelier honoraire, Madame le secrétaire perpétuel, Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers consoeurs, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs, lorsque notre Académie a été fondée, ou plutôt refondée en 1832, elle a repris le nom que portait la classe des sciences morales et politiques qui avait existé au sein de l'Institut de France depuis sa création en 1795 et qui avait été supprimée par Bonaparte en 1803. Il s'agissait, dans cette période de bouleversement révolutionnaire des années 1830, de remettre en phase l'évolution des institutions politiques avec celle des différentes sciences humaines. L'objectif n'était pas seulement d'analyser le monde, il était aussi d'accompagner, en la facilitant par une réflexion organisée, la transformation que connaissait l'Europe depuis la fin de l'Ancien Régime. Et cette réflexion rationnelle reposait sur la collaboration et même l'interpénétration des différentes disciplines dans une réflexion commune. Devant les bouleversements que nous connaissons depuis les années 1990, ce programme paraît toujours actuel et nous essayons de lui rester fidèles. Mais je dois d'abord évoquer les membres et correspondants qui nous ont quittés depuis la dernière rentrée solennelle. Parmi les membres, au sein de la section législation, droit public et jurisprudence, Jacques Boré et André Damien. Dans la section économie, Bertrand Collomb. Dans la section générale, le cardinal Roger Etchegaray. Parmi les correspondants, Guy Thuillier, Mauricio Malaguti, Niki Goulandris, Pierre Ganager, Denis Szabó. Parmi les associés étrangers, Jean Starobinski. Nous avons, dans chacune de nos séances, rendu hommage à ces confrères disparus. Seulement, notre académie continue. Nous avons accueilli dans nos rangs de nouveaux confrères. De nouveaux membres ont été élus. M. Olivier Houdet, élu au fauteuil de Lucien Israël, qui nous avait quittés en juin 2017 et qui a été élu le 3 décembre 2018 dans la section philosophie. M. Éric Roussel, élu le 10 décembre 2018 au fauteuil de Claude Dulon-Saint-Denis dans la section histoire-géographie. M. Bernard Stirn, élu le 18 mars 2019 dans la section législation, droit public et jurisprudence. Il succède à Prosper Veil, qui nous avait quittés le 3 octobre 2018. Nous avons élu également de nouveaux correspondants. Pour la section philosophie, messieurs Thomas de Caninck, Philippe Petit. Pour la section morale et sociologie, messieurs Maurice Quenet, Luis Arroyo Zapatero, Christophe Jaffrelot. Pour la section législation, droit public et jurisprudence, messieurs Théodore Fortsakis et Lord Jonathan Mans. Pour la section histoire et géographie, messieurs Pierre Génie, Jacques Perrault, Jean Vito. Et pour la section générale, monsieur Alain Dejamet. D'autre part, je dois relever les événements marquants de l'année 2019 en dehors du programme annuel de nos séances hebdomadaires qui fera l'objet du passage suivant. Je mentionnerai tout d'abord 2 publications aux éditions Hermann. Au mois de mars dernier est paru Le retour du nucléaire militaire, qui est le fruit d'un entretien académique que j'avais organisé avec mon confrère Jean Bechler le 20 novembre 2017. Nous avions essayé dans cet ouvrage d'envisager les mutations de l'ordre nucléaire mondial. Au cours du même mois paraissait toujours aux éditions Hermann La guerre et les éléments, sous la direction de Jean Bechler et du lieutenant-colonel Jérôme de Lespinois. Cet ouvrage marque l'achèvement d'un considérable chantier mené à bien par notre confrère Jean Bechler grâce au soutien financier de la Fondation Simone et Gino Del Duca de l'Institut de France. Ce ne sont pas moins de 16 volumes reprenant les actes de colloques et de journées d'études entre 2013 et 2017 et qui ont abordé l'ensemble des dimensions de ce fait central de l'histoire humaine qu'est la guerre.
que Jean Bechler soit remercié de ce travail irremplaçable. Je signalerai en outre qu'il est l'organisateur d'un colloque sur l'irrationnel qui se tiendra les 19, 20 et 21 novembre prochains dans les locaux de la Fondation Del Duca. Encore un livre, La démocratie dans l'adversité, grande enquête publiée aux éditions du Cerf et dirigée par ma consoeur Chantal Del Sol et Giulio De Lidio. L'ouvrage s'interroge sur la remise en cause actuelle de la démocratie et l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler la démocratie illibérale. À l'occasion de la parution de cet ouvrage, notre académie a organisé, en collaboration avec l'Institut Thomas More, un colloque international « Démocratie et liberté, les peuples modernes à l'épreuve de leurs contradictions » afin d'approfondir les conclusions de cette enquête. La dérive illibérale ou populiste de nos démocraties était aussi le thème de la conférence que notre confrère Mario Monti nous a fait l'honneur de prononcer à la toute fin de l'année 2018, intitulée « L'Union européenne face au nationalisme, réflexion d'un Européen d'Italie ». Enfin, signe de l'importance que nous accordons à ce sujet, notre Académie a décidé de rendre un avis délibéré en commun, intitulé « Pour l'Union européenne », à la veille des échéances électorales du printemps dernier. À l'initiative de notre confrère Yvon Gattaz, fondateur de la très dynamique association Jeunesse et Entreprise, nous avons organisé en partenariat avec cette dernière un colloque intitulé « L'emploi des jeunes aujourd'hui et demain », dont l'ouverture a été assurée par le ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Michel Blanquer, et par le président de LVMH, M. Bernard Arnault. Je signalerai ensuite deux nouveaux rendez-vous. En partenariat avec l'Institut de l'entreprise, notre académie propose des rencontres sous le nom générique de conférences de sociétales. Deux conférences ont déjà été organisées, l'une donnée par notre confrère Pierre-André Chiappori, proposant un nouveau regard sur l'origine des inégalités au mois de juin, l'autre, il y a 15 jours, par Mme Suzanne Berger, professeure de sciences politiques au MIT, sur le thème « Démocratie et mondialisation sont-elles réconciliables ?» Le second rendez-vous est à l'initiative de l'Institut de France. Des cycles de conférences sont désormais organisés les lundis dans l'auditorium André et Liliane Bettencourt. Dans ce cadre, nos confrères Mireille Delmas-Marty et Michel Pébreau ont lancé le 7 septembre dernier le cycle « Mondialisation et humanisme », tandis que Jean-Paul Clément, correspondant de notre compagnie, nous invitait à suivre Chateaubriand de l'Ancien Régime au Nouveau Monde. J'ajouterai pour finir le colloque annuel de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, un entretien académique sur le rayonnement artistique de la France, qui a eu lieu le 14 octobre 2019, et le discours de notre confrère Jacques de la Rosière lors de la rentrée solennelle des 5 académies sur le thème du chaos, le 21 octobre dernier. Mais j'en viens au programme spécifique de l'année 2019, l'action extérieure de la France. On s'est placé dans l'axe que la composition de notre académie, son rôle et ses traditions lui suggèrent pour un thème de ce genre. Une réflexion sur l'organisation, les moyens et l'action des pouvoirs publics dans le domaine de la politique extérieure de notre pays au sens large, y compris les aspects militaires, culturels, etc. On peut considérer que la France a connu depuis 1945 deux modèles successifs d'action extérieure. Celui de la guerre froide, marqué par le choix de la solidarité occidentale, mais aussi de l'indépendance nationale, de la construction européenne et de la substitution de la coopération avec le tiers-monde à l'ancienne politique impériale. Et le modèle de la période d'après 1990, avec une nouvelle étape de la construction européenne, un nouveau rôle dans le cadre atlantique et dans celui des Nations Unies, en particulier en vue de la promotion de causes universelles, droits de l'homme, environnement, etc. Et également l'acceptation de la mondialisation et de la dérégulation. Mais la situation actuelle annonce sans doute une nouvelle phase de notre action extérieure. Encore fin 2017, quand, avec l'accord de mes confrères, j'avais choisi ce sujet, nous paraissions nous retrouver dans un univers plus prévisible où la mondialisation se développait de façon irrésistible. La crise économique de 2008 paraissait surmontée ou en voie de l'être, l'État islamique paraissait vaincu, l'Union européenne était censée prendre un nouveau départ. Le Brexit était déjà voté, mais un accord avec Londres paraissait en vue et accessible.
Fin 2019, où en sommes-nous? La crise économique revient. Les États-Unis ont entamé une guerre commerciale avec la Chine, avec l'Europe. Le Moyen-Orient est plus agité que jamais, alors que le président Trump n'hésite pas à rompre avec une série d'orientations fondamentales de la politique américaine depuis les années 1950. Pendant ce temps, le président Poutine a gagné, de la Crimée à la Syrie, et se rapproche de plus en plus de la Chine, dont la puissance, la concurrence commerciale et les acquisitions d'entreprises inquiètent de plus en plus les Européens. Plus largement, la nouvelle phase de mondialisation, après celle de la Renaissance et celle du XIXe siècle, que nous connaissions depuis les années 1970, marque le pas. On en prend conscience de plus en plus nettement. En 2017, il s'agissait d'adapter la France à la mondialisation. En 2019, il s'agit de la préparer au temps d'arrêt que marque cette dernière, et peut-être aussi à une nouvelle récession mondiale. La plupart des paramètres de notre action extérieure s'en trouvent très sérieusement remis en cause. La première séance de l'année, avec notre confrère l'ambassadeur Jean-David Lévit, a été consacrée à la prise de conscience de ce bouleversement. Son titre était « Avec la fin de 4 siècles de domination occidentale, quel sera l'ordre mondial au XXIe siècle ?» Ce temps sera marqué par la montée de la Chine, le recul relatif des États-Unis, la remise en cause des organisations internationales et des pratiques multilatérales mises en place depuis 1945. Beaucoup dépendra de l'évolution de l'Union européenne et de sa capacité à prendre toute sa place dans les affaires mondiales. Autre réflexion théorique, celle de notre confrère Jean Bechler. Alors que le jeu des relations internationales a atteint une dimension planétaire, 2 scénarios sont envisageables. Un dipôle sino-américain qui ne laisserait aucun autre choix à la France que d'arrimer son destin à l'un des 2 camps, ou, plus probablement, un oligopole dans lequel une Europe en voie d'unification pourrait tenir son rang et continuer de faire l'histoire. L'intérêt de la France est dès lors de participer à ce processus qui n'aboutira cependant que si elle cesse de concevoir l'Union européenne comme le prolongement de sa propre puissance. Parallèlement, la question de notre intérêt national a été exposée par notre confrère Thierry de Montbrial. Il note que l'intérêt national est victime en France depuis une dizaine d'années d'une, je cite, « étrange éclipse ». Celle-ci reflète aussi la crise plus générale de la diplomatie française dans un environnement stratégique dégradé, sans qu'elle parvienne à se dégager du modèle gaullien. Face à ce constat, une refondation de la politique extérieure française s'impose autour d'une conception renouvelée de l'intérêt national. Bien compris, celui-ci amène à passer d'une souveraineté solitaire consacrée à la défense d'intérêts nationaux étroitement conçus à une souveraineté solidaire, seule apte à répondre sur le long terme aux grands défis contemporains. Mais on voit que l'intérêt national n'est pas une notion fixe, mais au contraire qui se construit en permanence dans une interaction de toutes les forces de la nation. Notre confrère, l'ambassadeur Laurent Stefanini, l'a montré à travers le cas de la Corse, composante singulière mais à part entière de la République, composante non pas périphérique, mais au contraire marche dans le sens médiéval du terme, c'est-à-dire ouverture au contact du monde extérieur. Le regard des autres, vous l'avez compris, est essentiel et nous y avons consacré un certain nombre de communications. Notre consoeur Marianne Bastine-Bruguière nous a présenté le regard chinois du XVIIe siècle à nos jours. Pour la Suisse, notre confrère Robert Kopp a évoqué la République helvétique de 1798 à 1803, sous influence française, période essentielle de gestation de l'actuelle Confédération helvétique. Le professeur Massimo De Leonardis nous a parlé de l'Italie et la vision de la France par l'Italie depuis le Risorgimento. Notre confrère, le professeur John Register, a rappelé l'histoire des rapports franco-britanniques depuis l'entente cordiale de 1904, tandis que le professeur Pauline Schnapper a évoqué la perception britannique de notre position dans l'affaire du Brexit. Notre confrère Philippe Levillain a traité un sujet particulièrement délicat, celui de la vision de la France par le Saint-Siège. De toutes ces riches communications, que je ne peux pas vraiment résumer, mais que vous pouvez lire sur notre site et qui seront publiées, on retiendra une grande convergence. Tout le monde s'accorde, à l'étranger, tout le monde s'accorde pour admirer notre histoire et notre culture.
En revanche, notre modèle politique et social, notre politique extérieure, ne suscite pas partout et constamment une admiration sans borne. Il faut connaître nos partenaires, les étudier, les associer aux politiques envisagées, comprendre qu'un consensus européen se construit dans la réciprocité. Nous avons également étudié nos moyens d'influence, ou pour prendre le terme à la mode, soft power. Sans oublier que dans soft power, il y a aussi power quand même. En effet, quels sont nos éléments d'influence pour mieux parvenir à ce dialogue constructif avec nos partenaires? Professeur Serge Sur a évoqué un aspect capital et méconnu de notre action extérieure depuis le XIXe siècle, l'influence française sur le droit international. Si dans les instances internationales, l'influence de la France est en déclin, et ce, au profit de l'affirmation du droit coutumier et de la procédure anglo-saxonne, la place de la doctrine juridique française est en revanche plus affirmée sur le plan européen. 3 communications ont été consacrées à notre rayonnement culturel, scientifique et artistique. Notre chancelier, M. Xavier Darcos, a rappelé que la culture a toujours été reconnue comme un vecteur éminent de la présence de la France à l'étranger et une des composantes essentielles de sa puissance. Depuis 2011, l'Institut français est l'opérateur unique de l'action culturelle de la France à l'étranger. Il coordonne aujourd'hui le premier réseau culturel au monde, avec 98 instituts français et 850 alliances françaises. Mais quelle est la signification d'une telle stratégie nationale dans un environnement mondialisé? Il convient de lui accorder sans doute plus de moyens et surtout d'en repenser l'emploi. Plutôt que de se complaire dans la certitude flatteuse de son rayonnement, la France doit accepter que la culture soit un marché comme un autre, qui fonctionne selon les règles de la réciprocité et de l'échange, sans qu'il lui faille pour autant renoncer à son message universel. M. Laurent Petit-Girard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, parvient à des conclusions similaires. L'orateur a dressé un panorama différencié et contrasté, discipline par discipline, de notre rayonnement artistique. Il en ressort une vue d'ensemble. La France jouit toujours d'une grande notoriété, mais souvent la compétence et l'affectivité doivent réapprendre à marcher ensemble pour que la France conserve et entretienne sa vieille capacité à étonner le monde. Madame Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences et ambassadrice déléguée à la science, à la technologie et à l'innovation, a souligné que la diplomatie scientifique s'entend à la fois comme science par la diplomatie, qui consiste à faciliter les relations scientifiques entre pays par des accords et des programmes auxquels les diplomates ont leur part, et également comme diplomatie par la science, qui consiste à faire de la science un vecteur d'influence. La France occupe toute sa place, mais comme les 2 autres intervenants, Mme Bréchignac estime que trop souvent la dispersion et le gaspillage financier réduisent l'efficacité de notre influence dans ces différents domaines culturels. On devrait pouvoir faire mieux et obtenir des résultats plus probants à moindre coût en ciblant davantage notre action. Venons-en maintenant à l'Europe. M. Maxime Lefebvre, chargé de mission prospective au ministère des Affaires étrangères auprès du directeur de l'Union européenne, a traité de la politique européenne de la France. Se dégagent quelques constantes. La première est la centralité de la relation franco-allemande. La deuxième, la priorité donnée au projet par rapport à l'élargissement. À l'ouverture à de nouveaux États membres a toujours répondu du côté français la proposition d'un approfondissement de l'intégration européenne. Troisième constante, la réticence à des abandons de souveraineté trop poussés. Enfin, la France ne conçoit l'Europe depuis le début de cette aventure que comme une puissance au travers de laquelle elle pourrait continuer à jouer un rôle au niveau mondial. Notre consoeur, le professeur Hélène Rey, nous a parlé du rôle de la France dans le système monétaire international entre les États-Unis et la zone euro. Elle appelle à compléter l'architecture de la zone euro en achevant l'union bancaire, en mutualisant les risques ou encore en indexant les règles budgétaires à des cycles et non plus à des années. C'est à l'échelle de l'Union, sont elles, que seront vraiment défendus les intérêts européens. Pour achever ce tour d'horizon, M. Louis Gauthier, ancien secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale, actuellement chargé par le président de la République d'une mission sur la défense européenne, a présenté une communication intitulée « La solitude stratégique des Européens ».
Il invite à procéder en fonction des menaces identifiées, en s'attachant en particulier à préserver le continuum de la sécurité intérieure et de la défense face à l'extérieur et à construire des réponses appropriées. Il plaide surtout pour une approche progressive et réaliste dans une Europe où la France court plus que jamais le risque de se retrouver seule, faute de prêter assez attention à ses partenaires. Et là, la France et l'Allemagne auront sans doute un rôle moteur à jouer, à condition qu'elles n'oublient pas que si leurs initiatives sont nécessaires, elles peuvent être suffisantes et dépendent également des autres partenaires. M. Wolfgang Schäuble, président du Bundestag allemand et membre associé étranger de notre Académie, nous a fait le grand honneur d'intervenir sur le thème suivant: deux parlements pour un objectif, la coopération de l'Assemblée nationale et le Bundestag allemand. Le président Schäuble a pris en effet pour point de départ de son propos la récente création de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Il a présenté cette initiative comme s'inscrivant dans un processus d'apprentissage comparable à celui par lequel devrait s'édifier, selon lui, l'Union européenne, en vue de travailler à compléter les identités nationales par une identité européenne. Celle-ci est l'expression d'une communauté d'histoire et de culture, mais résulte aussi de la conviction que ce n'est qu'unis que les Européens pourront peser dans l'ordre mondial, en commençant par s'attaquer ensemble aux problèmes qu'ils peuvent résoudre. Bien entendu, les autres régions du monde ont été évoquées. Bien entendu, les États-Unis sont apparus dans la plupart des communications. Comment imaginer la sécurité de l'Europe face à la Russie, mais aussi de la Chine, alors que ces deux pays collaborent de plus en plus étroitement sans l'Amérique? Et en même temps, comment affirmer une personnalité européenne sans s'affirmer aussi face à Washington? Bien sûr, également l'Afrique, essentielle pour nous pour tant de raisons. M. Lionel Sainzou, président du laboratoire d'idées Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin, nous a présenté une communication intitulée « La France et l'Afrique », un propos placé par l'orateur sous le signe de l'optimisme, mais aussi de l'urgence. Si les solidarités sont encore fortes entre la France et l'Afrique, l'avenir de leurs relations passe pour d'autres pays, par une compréhension renouvelée de la réalité africaine, pour laquelle dominent les idées reçues, hélas, mais renouvelée par l'investissement de capitaux et de technologies français par la francophonie, pourvu que celle-ci soit conçue comme réciproque dans le domaine culturel et artistique, et aussi qu'elle soit mieux ciblée. Particulièrement délicat et actuel, le Moyen-Orient. L'ambassadeur Michel Duclos a souligné que les bases de notre politique depuis la Ve République ont été ruinées lors des printemps arabes de 2011-2012. Deux pistes d'action se dessinent. Soutenir par la voie de l'Europe les sociétés civiles afin de construire un modèle de gouvernance qui serait une alternative au autoritarisme et, pour la France, conserver un rôle d'intermédiaire qui conforte sa vocation de puissance d'équilibre dans la région. Mais là aussi, une fois de plus, se pose la question de nos moyens. La lutte contre l'État islamique a montré que nous existions, certes, mais avec une participation relativement modeste. Là aussi, on constate que la Russie est désormais incontournable, comme elle est aux confins orientaux de l'Union européenne, comme pour son approvisionnement en énergie. L'ambassadeur Pierre Morel abordera prochainement une question essentielle, celle du conflit ukrainien, de notre rôle dans ce conflit crucial par rapport à la Russie. L'ambassadeur Alain de Jamais nous parlera de la France et des Nations Unies, une histoire critique. L'ONU est en effet un organe essentiel pour l'ordre international depuis 1945, et Paris y a toujours joué un rôle considérable. Mais en même temps, Paris en connaît bien les limites. M. Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie, nous parlera de la France, puissance polaire, avec toutes les conséquences et responsabilités que cela implique sur les plans juridiques, scientifiques, stratégiques, économiques et écologiques, tout particulièrement avec les divers effets du réchauffement climatique. Et nous en venons aux questions urgentes de la défense nationale. Pour commencer, je voudrais rendre hommage aux hommes et aux femmes de nos forces armées. Dans ce monde en crise, leur engagement, leur dévouement, trop souvent leurs sacrifices sont essentiels. Car on parle d'opérations extérieures, les OPEX, mais ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, les OPEX, c'est la guerre, pleinement la guerre. Je commencerai par le renseignement, que notre culture nationale a tant de mal à intégrer dans sa réflexion comme étant une dimension politico-stratégique essentielle. M. Éric Danon, directeur général adjoint des affaires de politique et de sécurité au ministère des Affaires étrangères,
nous a parlé de la politique internationale de la France dans le domaine du terrorisme. Il a exposé la nécessité d'une étroite coordination de toutes les administrations concernées et la coopération avec les partenaires, ainsi que la pleine prise de conscience d'une réalité pourtant souvent contestée, celle du continuum sécurité-défense, dont les applications doivent être résolument prises en compte. Mais cela concerne également notre enseignement extérieur. Le professeur Philippe Hayez nous parlera du renseignement, une politique nationale indispensable et exigeante. Sans anticiper sur son futur exposé, je dirais simplement que cette politique nationale s'est profondément modifiée ces dernières années pour tenir compte des nouvelles réalités géopolitiques, mais aussi techniques et informatiques. Après le renseignement, la dissuasion. M. Nicolas Roche, directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement au ministère des Affaires étrangères, a évoqué les questions morales et philosophiques soulevées par la stratégie de dissuasion nucléaire. En mettant l'humanité face à l'éventualité de son suicide collectif, l'arme nucléaire lui fait prendre conscience de sa communauté de destin et l'appelle à bâtir une nouvelle organisation des relations internationales propice à l'établissement d'une paix perpétuelle. La dissuasion acquiert ainsi une nouvelle signification. Elle devient un instrument transitoire de la domestication de la violence par le droit dans la perspective d'un désarmement global et négocié. Mais la doctrine de dissuasion est par excellence le domaine réservé du président de la République. Cependant, le rôle de celui-ci ne se limite pas à la dissuasion. En ce qui concerne les OPEX, opérations extérieures, Jean Massot, président de section honoraire au Conseil d'État, nous a parlé du chef de l'État et des opérations extérieures. Les engagements des armées françaises en dehors des frontières nationales mobilisent chaque année entre 5 000 et 20 000 hommes depuis 1962. Alors que la Constitution de 1958 prévoyait un partage des responsabilités en matière de défense entre le président de la République, le gouvernement et le Parlement, le chef de l'État s'est vite imposé comme protagoniste essentiel au détriment du Parlement notamment. Ce mode de fonctionnement, reconnu comme efficace, fait l'objet d'un consensus tant à l'intérieur des exécutifs, même les épisodes de cohabitation n'ont pas remis en cause, que de la part des pouvoirs législatifs et judiciaires. Restent tout de même, aux yeux de Jean Massot, deux questions pendantes. Celle d'une évaluation des effets de ces interventions extérieures au regard des intérêts de la France et celle conjointe de leur financement. M. Benoît d'Abbeville, ancien ambassadeur, a répondu sur cette question dans sa communication intitulée « La conduite des opérations extérieures de la France, une spécificité française en Europe ?» La réputation que la France a acquise dans ce domaine ne doit pas masquer les débats dont ces interventions sont aujourd'hui l'objet entre contraintes budgétaires, relance de la course aux armements par les grandes puissances, États-Unis, Chine, et recherche de solutions européennes ou locales. Sans oublier que sans l'appui discret des États-Unis et du Royaume-Uni, nos OPEX deviendraient encore plus difficiles qu'elles ne le sont. Le général Bintéja posera la question suivante. Les interventions militaires de la France sont-elles encore utiles et efficaces ? En effet, les OPEX commencent à être contestées. Elles ont obtenu des résultats non souhaités, comme en Libye en 2011, ou elles s'enlisent, comme au Mali. Faut-il recourir davantage aux forces spéciales ? Faut-il restreindre les zones d'intervention, mieux coordonner l'intervention militaire et l'aide civile, que ce n'est le cas actuellement, mieux associer l'opinion publique ? Toutes ces questions sont actuellement ardemment débattues dans les milieux concernés. Pour conclure, on me permettra quelques réflexions plus personnelles. D'abord, nous devons revenir à une vision plurialiste des choses, dans le sens de ce que certains intervenants ont rappelé. Ensuite, nous devons mieux tenir compte du regard des autres, de leurs intérêts, de leurs propositions. Enfin, nous devons adapter nos objectifs à nos moyens. Il est impossible à l'heure actuelle de prévoir l'issue du Brexit. Mais de toute façon, il faudra garantir nos relations avec le Royaume-Uni, dans le cadre futur quel qu'il soit. Relations essentielles, aussi bien pour l'économie que pour la défense, la recherche, la culture et pour la vie de tant de citoyens de nos deux pays. En ce qui concerne l'Union européenne, sans rechercher un Big Bang institutionnel pour lequel il n'y aurait pas sans doute de majorité ni chez les dirigeants ni dans les opinions publiques, deux voies s'ouvrent depuis peu. La République fédérale et les pays du Nord, s'ils restent hostiles à la mutualisation des dettes
et de plus en plus méfiant à l'égard de la politique de facilité monétaire de la Banque centrale européenne, commence à admettre que l'absence de déficit budgétaire ne peut être un dogme absolu quand il s'agit de financer des investissements indispensables et qui n'ont que trop tardé, ce qui est le cas même pour l'Allemagne. D'autre part, tout le monde redécouvre la nécessité d'une diplomatie, d'une défense qui ne se résume pas à l'Alliance atlantique. Monsieur le Président de la République a fait de nombreuses propositions dans ce sens. Or, depuis 2 ou 3 ans, l'Allemagne comprend, par exemple, que notre engagement en Afrique n'est pas un avatar de la France-Afrique, mais une nécessité économique et de sécurité pour l'ensemble de l'Europe, face en particulier au problème de l'islamisme radical et la pénétration chinoise. Là aussi, une réelle coopération pourrait prendre forme et va prendre forme, est en train de prendre forme, j'en suis convaincu. À nous d'encourager ce mouvement en reconnaissant qu'il faut tenir compte des préoccupations politico-stratégiques et économiques de tous les membres de l'Union européenne. Les Européens doivent réapprendre à penser stratégiquement et ils doivent le faire ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à notre vice-président, mon ami, il me permettra de l'appeler ainsi, Pierre Dévolvé, pour la lecture du palmarès des prix, médailles et bourses accordés cette année par notre Académie. Monsieur le vice-président, je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers amis, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, pour une fois, voilà une énumération qui ne devrait pas être ennuyeuse. Les énumérations le sont d'habitude. Songez à l'énumération des citations en littérature, des dates en histoire, des statistiques en économie et en finance, des articles de loi et de code en droit. Mais cette fois-ci, il s'agit de reconnaître les prix qui ont été attribués par notre Académie et d'identifier parmi ce public, à ma gauche, ceux qui sont les lauréats de cette année. Il y manque le suspense que l'on connaît en général dans les distributions des prix où le nom des lauréats n'est révélé qu'au moment même de la séance. Ceux-là savent déjà les prix qui leur ont été attribués et c'est la raison même de leur présence ici. Mais le public dans son ensemble ne connaît pas le cas de chacun et tous, de toute façon, nous sommes heureux de participer à cette séance pour identifier les lauréats et pour les applaudir. Mais les prix sont nombreux. Ce nombre est dû à la générosité des donateurs. Et c'est grâce à cette générosité que nous pouvons allouer aux uns et aux autres des prix de montants qui peuvent varier, mais qui, dans certains cas, ne sont pas négligeables et, dans tous les cas, sont une marque de reconnaissance des intéressés. Pour éviter d'avoir à faire lever chacun à son tour, et à vous tous de l'applaudir, il est entendu ici que c'est par groupe assez restreint que seront identifiés les lauréats et à l'issue de l'énumération des lauréats de chaque groupe, ils seront invités à se lever et le public sera invité à applaudir. Je commence donc cette énumération. Elle commence par les prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, mais la remise de ces prix sera faite dans une séance plus particulière. Il faut néanmoins citer M.
Robin Ruizendahl, directeur du Taiwan Asian Puppet Theater Museum, qui a contribué à faire rayonner le théâtre des marionnettes à travers le monde, ainsi que l'Association francophone d'études taïwanaises pour l'ensemble de ces actions permettant de faire promouvoir ou de promouvoir la culture taïwanaise et plus généralement chinoise en France et en Europe. Plus particulièrement, maintenant, j'en viens au prix Guido et Maruzia Cirilli Marino, qui est destiné à récompenser une œuvre mettant en valeur le rôle de l'économie libérale dans le progrès des sociétés et pour l'avenir de l'homme. Ce prix est attribué à M. Jean-Marc Daniel pour l'ensemble de son œuvre. Viennent ensuite les prix résultant d'un don de M. Charles Albert, conseiller d'État, et qui a permis de couronner 2 ouvrages. L'un, celui de M. Romain Leboeuf, Le traité de paix, contribution à l'étude juridique du règlement conventionnel des différends internationaux, ouvrage envers lequel j'ai une dette particulière parce qu'il m'a beaucoup servi, sans le plagier, lorsque j'ai présenté dans le cadre du cycle sur la guerre, organisé si efficacement et brillamment par notre collègue Jean Béchler, j'ai eu à traiter du passage de la guerre à la paix. J'ai une dette, je m'en remets, je la remets ici. Également, un prix d'histoire, prix Charles Bert d'histoire, attribué à M. Serge Bernstein pour l'ensemble de son œuvre. Vient ensuite le prix Lucien Dupont, qui couronne une œuvre contribuant à la suppression des suggestions ou des formalités inutiles de caractère administratif ou judiciaire qui compliquent la vie des citoyens. Quel programme! On n'en est pas au bout, mais M. David Riccardi, qui a étudié les sanctions contractuelles en droit administratif, sujet auquel je suis particulièrement sensible, a été reconnu comme devant bénéficier de ce prix. Vient ensuite le prix Louis Gros, qui est destiné à couronner des œuvres qui contribuent à l'élaboration d'une politique d'éducation. 2 ouvrages ont été couronnés à ce sujet, celui de Mara Donata Di Paola pour sa thèse « Enseigner les lettres au XIXe siècle », puis la thèse de Mme Bénédicte Giraud, « Mémoire d'un ministère, une analyse secondaire de l'enquête orale du service d'histoire de l'éducation », et non pas 2 mais 3 prix, contrairement à ce que j'ai dit. M. Edens Maurice, sa thèse « Faire l'école dans une vieille colonie, un État colonial aux prises avec le monde scolaire de la Guyane française ». Enfin, dans ce groupe figure le prix Madeleine Lorrain-Portemer, destiné à récompenser l'auteur d'un ouvrage consacré à un sujet portant sur l'histoire des temps modernes. C'est M. Olivier Poncet, pour l'ensemble de son œuvre, qui bénéficie de ce prix. J'invite donc les lauréats que je viens de citer à se lever et le public à les applaudir. Nous poursuivons. Avec d'abord un prix attribué sur proposition de la section de philosophie, prix Dagnan-Bouvray, prix destiné à favoriser les études de psychologie, et ce prix est attribué à M. Francis Eustache pour l'ensemble de son œuvre. Ensuite, sur proposition de la section de morale et de sociologie,
le prix Émile Girardot, qui récompense un ouvrage en mémoire ayant trait aux sciences économiques ou sociologiques. Il est attribué à M. Guillaume Monet pour son ouvrage « En prison, paroles de djihadistes ». Puis, les prix attribués sur proposition de la section de législation, droit public et jurisprudence. Un prix résultant d'un don de M. Choukri Kardaï, Libanais très attaché à la culture française, au droit français, et qui poursuit ainsi son action en permettant de couronner un ouvrage ou l'auteur d'un ouvrage de droit international, de philosophie du droit ou de morale. Ce prix revient à mon collègue de Toulouse, M. Jacques Crinen, pour son livre « Le théâtre juridique ». Non pas qu'on puisse faire du théâtre en faisant du droit, mais il y a tout un système que cet auteur présente comme une histoire de la construction du droit. Prix Francis Durieux, du fondateur des éditions techniques, et qui voulait que l'on récompense des ouvrages utiles aux praticiens du droit. Ce prix est attribué à Madame Nathalie Nevégens pour son ouvrage « Traité de droit et d'éthique de la robotique civile ». Prix Henri Texier pour subventionner toute action pratique et efficace de défense de la liberté individuelle et du droit de propriété. Nous avons jugé que Couroche-Bellis devait bénéficier de ces prix pour sa thèse « Système de l'obligation naturelle ». Dans ce groupe vient enfin le prix René Cassin pour un ouvrage juridique. C'est le cas de la thèse sur la protection internationale des minorités, le regard de la doctrine française, qui a été rédigée par M. Benjamin Lioré. Ainsi, ce groupe est identifié et ses membres peuvent se lever afin que nous puissions les féliciter et les applaudir. À vous de vous lever. Nouveau groupe ouvert par le prix attribué sur proposition de la section d'économie politique, de statistique et de finances. Prix Olivier Le Cerf, qui est destiné à couronner un ouvrage ou une œuvre qui s'inscrit dans la conception humaniste du management de l'entreprise que Olivier Le Cerf avait voulu faire prévaloir. Et ce prix est attribué à M. Vincent Montagne, président du groupe Média Participation et président du syndicat national de l'édition. Vient ensuite le prix Grammaticakis Neumann, qui couronne un travail scientifique compatible avec l'esprit de la philosophie pragmatique. C'est à M. Philippe Maugin que revient ce prix pour l'ensemble de son œuvre. Sur la proposition de la section d'histoire et de géographie, le prix Saint-Denis, qui est destiné à couronner un ouvrage concernant le développement politique, économique ou culturel ou les relations internationales. Ce prix est attribué à M. Frédéric Turpin pour son ouvrage « La France et la francophonie, histoire d'un ralliement difficile ». Prix Maurice Beaumont pour une étude historique de préférence consacrée à l'histoire contemporaine de l'Allemagne et du monde germanique, ou encore à l'histoire des deux guerres mondiales. Ce prix revient à M. Renaud Meltz pour son ouvrage « Pierre Laval, un mystère français ». Prix Georges Mauguin
pour récompenser l'auteur d'une publication érudite relative à Napoléon Bonaparte ou à l'époque napoléonienne. Ce prix revient à M. Christophe Beyeler pour son ouvrage « Napoléon, l'art en majesté », les collections du musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau. Enfin, de ce groupe, sur proposition de la section générale, le prix Louis Marin, récompensant une œuvre de sciences humaines, va à M. Thomas Gomard pour son ouvrage « L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques ». J'invite ceux qui viennent d'être nommés à se lever et le public à les applaudir. Viennent maintenant des prix attribués sur proposition de la commission mixte. D'abord, la bourse Marcel Blum, destinée à permettre à une agrégée de l'université de faire des études de psychologie féminine. Et vous ne serez pas surpris que ce prix soit attribué à Madame Catherine Chabert pour l'ensemble de son œuvre et en particulier pour La jeune fille et le psychanalyste et surtout, titre délicieux, pour le féminin mélancolique. Prix Corbet, maintenant. Prix destiné à récompenser celui qui aura produit l'œuvre la plus utile dans l'ordre des sciences, des arts, des lois, de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, etc. Non, etc. ne figure pas. Ce prix est attribué à M. Bréjean de Lavernier pour son ouvrage « Le temps des cornettes », histoire des filles de la charité au XIXe siècle et au XXe siècle. Prix Ernest Lémonon pour un ouvrage français traitant de politique étrangère contemporaine. Il revient à Madame Laurence Baratier-Négri pour son ouvrage « Valéry Giscard d'Estaing et le Royaume-Uni, le rendez-vous manqué avec l'Europe ou le Brexit annoncé ». Prix Henri Texier pour récompenser une œuvre de défense de la beauté de la France. Il est attribué à la communauté monastique Notre-Dame de Sénanque pour les travaux de sauvegarde de son église abbatiale. Enfin, le prix Luc Durand-Réville pour une œuvre au profit du développement économique du tiers-monde. Il va à M. Enguerrand-Serrurier pour sa thèse « La résurgence du droit au développement, recherche sur l'humanisation du droit international ». Les précités se lèvent et nous les applaudissons. Voilà maintenant des propositions de jury particuliers. Prix Edmond Fréville, Pierre Messmer, pour un travail original sur l'organisation, le régime ou le fonctionnement des ministères militaires. Il est attribué à messieurs Jean-Gaël Leflemme et Bertrand Oliva pour leur ouvrage « Un sentiment d'inachevé
réflexion sur l'efficacité des opérations, sujet que, Monsieur le Président, vous avez abordé dans votre discours liminaire. Prix Pierre-Georges Castex de littérature française, pour couronner une étude d'histoire ou de critique littéraire. Il est attribué à Christian Galantaris pour son ouvrage « Balzac, qui êtes-vous » Mais nous, qui sommes-nous? La question vaut pour tout le monde. En tout cas, pour Balzac, elle est réglée par cet ouvrage. Prix de la Fondation des travaux historiques et scientifiques. 2 prix. Celui qui est attribué à M. Thibaut Castelli pour sa thèse recherche sur les échanges économiques des cités grecques du littoral de la mer Noire du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ, et à M. Antoine Brie pour sa thèse Itinéraires et séjours des rois d'Ancre, histoire médiévale de la fortune littéraire des grandes chroniques de France, XIIIe, XVIe siècle. Puis, des prix récompensent des projets portés par les sociétés savantes. L'un est attribué à l'association Manche Atlantique pour la recherche archéologique dans les îles, dans le cadre du programme Goémonier de Bretagne, et 2 accessites pour l'Académie de Mâcon et la Société psychanalytique de Paris. Enfin, les résultats du concours Solon, ils seront proclamés dans une séance plus particulière, mais le sujet est particulièrement important. Il porte sur la rédaction d'articles dans le prolongement du congrès des notaires, et il s'agit d'articles sur l'amélioration de la prévention des recours contre les autorisations d'urbanisme. Premier prix à Mme Florian de Stuck, 2e prix ex aequo à M. Arthur Cabane-Gély et à M. Marie Romeau. Enfin, dans ce groupe vient le prix Metz-Francfort, qui doit récompenser une personne qui s'est particulièrement illustrée dans la promotion des valeurs humaines et de l'économie de marché. Ce prix revient à Mme Elisabeth Ducotet, présidente, directrice générale du groupe TUASN. Ce groupe ayant été ainsi identifié, chacun de ses membres se lève et nous tous, nous les applaudissons. Prix attribué sur proposition du Bureau. Prix Édouard Bonnefous pour une œuvre contribuant à alléger le poids de l'État sur les citoyens. On n'est pas au bout, mais il peut s'agir aussi d'une œuvre consacrée à la défense de l'homme et à son environnement. Je pense que c'est plutôt sous cette rubrique que se trouve le prix attribué à M. Alexis Medjé pour son ouvrage « L'hiver au siècle d'or hollandais, art et climat ». Prix attribué à l'initiative et à la générosité de Mme Danielle Strasser pour récompenser une action éducative ou un travail en langue française contribuant à approfondir la connaissance des réalités européennes. Ce prix est attribué à Mme Christine Madigan pour l'ensemble de son œuvre. Et le prix Bernard d'Estremaux, l'un de nos confrères malheureusement disparu. Ce prix récompense un athlète de haut niveau qui a su concilier la pratique d'un sport de compétition
avec la poursuite d'études supérieures. Et vous ne serez pas surpris, au moins dans un second temps, que ce prix soit attribué à Madame Fathia Benmessael, boxeuse, poids léger, et qui est étudiante en même temps à l'École supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique. Je suis content que ce prix et cette lauréate terminent ce groupe parce qu'il s'agit d'une situation et d'un prix un peu particulier. Et donc, j'invite l'intéressé et tous ceux qui l'ont précédé à se lever pour recevoir nos applaudissements. Et vient le dernier groupe, prix de l'Institut de France sur proposition de notre Académie. Prix de la Fondation Claude Berthold pour récompenser des œuvres artistiques ou scientifiques qui peuvent accroître le renom de la nation française. C'est magnifique. Et ce prix est attribué au Fonds de dotation Loche, Patrimoine et Culture. Et enfin, le prix de la Fondation du chanoine d'Elpech, prix pour ce qui est le plus utile, moralement, intellectuellement et religieusement, pour la France. Et ce prix, Monseigneur, ne vous sera pas indifférent. Il est attribué à Jean-Pierre Moisset pour son ouvrage « L'État, l'argent et les cultes » de 1958 à 1987, contribution à l'histoire de la laïcité française. Nous pouvons les inviter à se lever et nous devons les applaudir. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie infiniment et je donne maintenant la parole à notre secrétaire perpétuel, Jean-Robert Pitt, pour la lecture de son discours intitulé « Les caractères originaux de la géographie de la France ». Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Finistère de l'Europe occidentale, la France s'est construite au fil d'un millénaire environ comme nation, comme État, comme espace géographique unifié. Rien n'était écrit d'avance. Aucun trait de sa configuration physique ne la prédisposait à naître et à durer dans son périmètre et dans son organisation actuelle. Sa géographie résulte de choix culturels s'incarnant dans un projet géopolitique. Elle est parvenue à un moment de son histoire où elle est enfin en paix avec ses voisins, mais où, peut-être en partie pour cette raison, sa cohésion interne est fragilisée, ses habitants ont moins confiance en eux-mêmes. Pour rebondir et inventer un nouveau désir de vivre ensemble dans la diversité partagée sur le territoire qui est le leur, pour continuer à rayonner sans arrogance sur l'Europe et sur le monde, les Français doivent faire preuve d'imagination. Mieux réfléchir à la manière dont ils se sont constitués en nation et dont ils ont organisé leur espace vital peut leur donner un nouvel élan et les inciter à dépasser leurs peurs actuelles, celles de la mondialisation et celles d'un collapsus environnemental planétaire. Pour cela, il leur faut sortir des impasses de l'individualisme forcené et de leur obsession pour la consommation de biens matériels. Un pays ne peut s'épanouir que s'il est animé d'un idéal collectif, nourri de générosité et d'un optimisme à toute épreuve.
C'est aussi la condition d'une démographie dynamique, sans laquelle il cesse d'être inventif, s'enfonce dans l'ennui, puis se laisse aller à ses pires penchants. Comme dans toute géographie, il n'existe aucun trait permanent du territoire français, ni aucun déterminisme physique, mais uniquement des choix humains, plus ou moins rationnels, plus ou moins durables. Ces climats ont sans cesse varié, parfois de manière rapide, comme c'est le cas en ce moment. Ces reliefs et son réseau hydrographique eux-mêmes, d'apparence plus stable, ne valent que par la manière dont ils ont été considérés et mis en valeur. Si le Massif central et le Rhône n'ont pas bougé au cours de l'histoire, leur rôle a beaucoup varié, tantôt angle mort et frontière, tantôt charnière et espace de contact ou de convoitise. N'oublions pas que le concept même de Massif central est une invention des géographes de la Troisième République qui, pour des raisons géopolitiques, ont chanté son rôle de château d'eau irriguant une grande partie du pays et de pôle émetteur d'émigrants couvrant la France de café, bois, charbon et contribuant ainsi à forger l'unité nationale plus joyeusement que la grande armée de Napoléon ou que les tranchées de la Grande Guerre. Plus haute montagne d'Europe, les Alpes n'ont jamais réellement constitué une frontière. Leur traversée par les troupes et les éléphants d'Hannibal en 218 avant Jésus-Christ ne dura au total que 25 jours. Elle s'effectue aujourd'hui en quelques heures, ce qui n'est pas le cas des Pyrénées, sauf en leurs extrémités, car cette nécessité ne s'est jamais imposée dans la relation franco-ibérique. La chaîne alpine fut longtemps un espace de labeur harassant et peu payant, comme Chateaubriand l'écrivait du Mont-Blanc qui ne l'émouvait guère en 1808, mais c'est Jean-Jacques Rousseau qui fut le prophète. Et aujourd'hui, les alpages sont aussi fréquentés en hiver et en été que le métro parisien aux heures de pointe. Les trois mers qui baignent les côtes du pays ont été exploitées depuis l'Antiquité comme de grandes fenêtres ouvertes sur le monde. Ce n'est pas général à la surface de la Terre. La Chine, l'Inde, ou bien encore les empires amérindiens, mayas ou aztèques, pourtant largement ouverts sur les océans, possèdent des histoires maritimes sans commune mesure avec celles des pays européens riverains de l'Atlantique, de la mer du Nord et de la Méditerranée, singulièrement de la France, animés par le désir de transmettre. Le littoral n'était jadis estimé qu'en fonction de ses possibilités portuaires, en général au droit des estuaires. La mer elle-même n'attirait que les marins professionnels, les pêcheurs, les marchands, les forces navales. Elle est devenue si attractive qu'un dixième de la population vit dans les communes littorales et plus de 20% en été. Le Val-de-Loire a longtemps été considéré comme le milieu le plus emblématique de la France. Son berceau, son conservatoire linguistique, une région sans accent, dit Jacques Puiset à propos de sa prononciation et de la qualité de ses vins. Son jardin, son archétype paysager, son paradis inspirateur des poètes. Il doit certes sa réputation à son climat qui épargne tout excès, mais surtout à son élection par les rois de France et par leur cour, et au colossal travail de maîtrise d'un fleuve fantasque, naguère étudié par Roger Dion dans sa thèse. Le reste n'est que littérature, et c'est très bien ainsi. Les bons et beaux pays de France ont longtemps été les seules plaines cultivables qui étaient les greniers à blé du pays. Plateau du bassin parisien, plaine du Nord, Limagne, Alsace, Val-de-Saône et de Garonne. Péguy pouvait encore, en 1913, chanter l'océan des blés dans sa présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Aujourd'hui, bien que toujours indispensables à notre économie, ces espaces découverts attirent moins les poètes que les autoroutes, les lignes TGV et les planteurs d'éoliennes. La plupart des campagnes, où l'on a vécu nombreux à la sueur de son front pendant des siècles, sont maintenant des espaces désertés, où se désespèrent les derniers agriculteurs, moins nombreux que les résidents secondaires, qui, eux, ne supportent plus le chant des coqs, le son des cloches et l'odeur du fumier, mais aimeraient bien que les paysages soient bien entretenus pour leur plaisir esthétique. Seules exceptions, les vignobles et les zones d'appellation d'origine protégée, où l'on vit plutôt bien et où l'envol des prix du foncier décourage les hors-saints. Quant aux forêts, qui occupent 30% du territoire,
Elles furent longtemps des espaces de pâturage, également pourvoyeurs de bois et de gibier. Elles sont devenues des lieux de récréation où les forestiers et les chasseurs ne sont plus les bienvenus, malgré le déficit de la filière bois et l'invasion des sangliers et des cervidés. Enfin, les villes. Elles ont vu leurs attraits se déplacer. Longtemps insalubres, leurs centres dégradés étaient jugés laids. Ceux qui en avaient les moyens choisissaient, comme un peu partout dans le monde, de vivre dans les périphéries verdoyantes et aérées. Même les pauvres rêvaient dans les années 30 d'un petit pavillon entouré d'un jardin et dans les années 60 d'un logement HLM dans un grand ensemble flambant neuf. Aujourd'hui, les centres urbains ont été restaurés, la pollution a diminué et ils se sont embourgeoisés ou boboisés. Pardon pour le néologisme, Madame le secrétaire perpétuel. Il suffit de parcourir les rues qui entourent notre palais de l'Institut ou le Marais, qui faillit être rasé après-guerre, si Malraux ne l'avait pas classé secteur sauvegardé. Les banlieues populaires, au contraire, surtout les 195 zones à urbaniser en priorité créées à partir de 1958 selon les sectaires principes de la Charte d'Athènes de Le Corbusier, cumulent tous les handicaps et sont devenus des espaces de chômage, d'insécurité et de répulsion. Ainsi, en un siècle, le regard porté sur les milieux français et donc l'attractivité de ceux-ci ont été largement inversés. Un peu de bon sens politique permettrait d'éviter les conséquences absurdes de ce retournement aussi brutal qu'irréfléchi. On ne regrettera pas la mise en sommeil de la DATAR, délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, fondée en 1963 et qui est largement responsable de cette situation. Michelet ou Braudel ont cru un peu naïvement que l'un des traits de la géographie de la France était l'exceptionnelle variété des milieux. J'utilise à dessein le mot « milieu » qui désigne la complicité séculaire entre un environnement physique, des activités humaines diverses s'étalant sur le temps long, enfin des perceptions paysagères et des goûts esthétiques qui varient d'une génération à l'autre. En réalité, la France est un résumé des milieux européens de l'Europe des latitudes moyennes. Mais sa diversité n'est en rien plus grande que celle du reste de la planète. Cette croyance dans la diversité majeure de la France est un topos, imaginé par l'élite pour affirmer une sorte de supériorité qui serait la foisonnante richesse de la France dans tous les domaines, paysage, climat, production, beaux-arts, fromage, cuisine, vin. Alors que Paris et l'État ont œuvré de toutes leurs forces pour homogénéiser, voire uniformiser le pays, cette diversité fièrement proclamée apparaît comme une sorte d'antidote, même si elle relève parfois de la pensée magique et de la méthode Coué. J'en veux pour preuve la campagne rondement menée par l'État auprès de l'UNESCO pour que soient inscrits en 2015 sur la liste du patrimoine mondial les 1247 terroirs des climats de Bourgogne, appelés localement des terroirs viticoles de Bourgogne, appelés localement climat. Et je salue la présence d'Aubert de Vilaine qui a été le porteur de ce dossier, palette chatoyante qui a été reconnue comme possédant une valeur universelle. Par bonheur, pour la Bourgogne, le fait est admis par tous les amateurs des grands vins de cette région, dont, hélas, une infime proportion est désormais bue en France. Héritiers des civilisations judéo-chrétiennes et plus largement méditerranéennes, jusqu'à une date récente, les Français n'ont jamais vénéré la nature au sens que lui donnent aujourd'hui les tenants de l'écologie intégrale qui plonge ses racines dans les mythologies des peuples du Nord. Ils ont longtemps agi en maîtres et possesseurs de la nature, comme l'écrivait Descartes, conformément au message de la Bible, et je cite le livre de la sagesse, « Tu formas l'homme par ta sagesse pour qu'il soit maître de tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté. » Si la France est l'une des patries des droits de l'homme, elle ne l'est pas du droit des animaux, des plantes, des eaux et des roches. C'est pourtant un courant de pensée qui progresse, comme dans la plupart des pays du monde et les organisations internationales, mettant en œuvre l'idée de contrat naturel qui avait curieusement séduit notre confrère de l'Académie française, feu Michel Serres. Hermann de Keyserling, grand seigneur balte allemand, pétri de culture française, admirait cette liberté vis-à-vis de l'environnement.
Je le cite, « Le français est jardinier, essentiellement et au plus haut degré. La France est essentiellement, à tous égards, la nature cultivée, ce qu'est précisément un jardin. » Les parcs nationaux, sanctuaires d'une vie prétendument sauvage, n'ont jamais beaucoup tenté la France, qui leur préfère les parcs naturels régionaux, laboratoire d'une harmonie entre des activités humaines variées, y compris industrielles, et le cadre de vie. Leur philosophie mériterait de se généraliser au territoire entier et à toute la planète. La France est avant tout une idée, un sentiment national plus ou moins bien partagé par ses habitants au cours d'une histoire qui a connu des vicissitudes, des enthousiasmes, des découragements, des drames, tels que des guerres civiles ou des invasions. Par les temps que nous vivons, il faut relire le texte éclairant de la célèbre conférence prononcée par Renan à la Sorbonne le 11 mars 1881, si juste du point de vue de l'histoire autant que de celui de la géographie. Une nation est une âme, un principe spirituel. L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande agrégation d'hommes saines d'esprit et chaudes de cœur crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont commencé, elles finiront. Une nation suppose un passé. Elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible, le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. Il est préoccupant de voir beaucoup de nos compatriotes s'éloigner de ce programme, bafouer la démocratie représentative et refuser que l'État exerce certaines de ses missions régaliennes, telles que maintenir l'ordre et assurer la sécurité de tous, gérer avec rigueur les finances publiques, veiller à ce que chacun puisse recevoir une instruction lui permettant de trouver un emploi et que le travail, l'effort et le mérite soient dignement rémunérés. Ce sont des signes d'un essoufflement de l'esprit de nation qui a fait la géographie de la France. D'où venait donc ce sentiment si fort qui s'affadit aujourd'hui et qui a constitué pendant au moins un millénaire le ciment du territoire français? Né au cœur du bassin parisien, dans et autour de la plaine fertile de France, la dynastie capétienne a constitué peu à peu une pelote de territoire. Elle est l'héritière de l'esprit romain qui fédère autour de valeurs fortes des peuples divers, idée que Charlemagne avait su brièvement faire renaître à la fin du 8e siècle. L'une de ces valeurs est le christianisme. C'est de lui que découle ce refus ancien du droit du sang au profit du droit du sol, conditionné par une adhésion totale à la nation. Et comme Jérôme Fourquet le montre dans son récent et magnifique ouvrage « L'archipel français », qui décrit l'atomisation de la France, c'est du fait de l'abandon récent du catholicisme, y compris dans ses avatars sociologiques, que la nation ne fait plus rêver les Français. La fusion de l'idée romaine et de l'idée chrétienne s'est incarnée pendant longtemps dans la personne du roi, sacré à Reims, et dont le prestige s'est renforcé après la canonisation de Saint-Louis en 1297. Elle a connu des soubresauts à chaque crise dynastique, mais elle a survécu jusqu'à une date récente. La République, les républiques, ayant pleinement assumé l'idée de nation et ayant repris à son compte, à leur compte, les valeurs chrétiennes que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, dont la société est aujourd'hui en train de détourner le sens, hélas, beaucoup plus vite qu'au cours des 2 siècles qui ont suivi la Révolution française. C'est en Île-de-France que naîtra au Moyen-Âge le plus éclatant symbole de la jeune nation qui s'édifie, l'art dit français, celui des cathédrales, que les intellectuels des Lumières qualifieront par condescendante dérision de gothique, mais qui a tant fasciné l'Occident qu'il sera imité jusqu'en Suède, en Pologne, en Angleterre, en Castille ou en Sicile. Au fil des siècles, les Capétiens cherchent à maîtriser pleinement l'accès aux mers proches, la Manche et l'Atlantique, puis la Méditerranée, plus tard à mordre sur les terres d'Empire. La ligne Rhin-Jura-Alpes, abusivement baptisée frontière naturelle, ne sera établie en totalité qu'entre la fin du XVIIe et la deuxième moitié du XIXe siècle. La frontière du Nord
est très proche de la capitale, car les fortes densités de population des plaines situées au nord et les libertés urbaines précocement obtenues ont rendu les conquêtes royales et napoléoniennes difficiles et provisoires. Chemin faisant, la France faillit disparaître au cours de la guerre de Cent Ans, sous la pression anglaise et bourguignonne, puis éclater en morceaux pendant les guerres de religion ou la Fronde. Ce sont ces troubles qui ont accentué la volonté centralisatrice du pouvoir royal et le renforcement de l'idée nationale. Les Bourbons, inspirés ou soutenus par leurs grands serviteurs que furent Sully, Richelieu, Mazarin ou Colbert et bien d'autres, ont opté pour l'affaiblissement des institutions provinciales qui étaient les États et Parlements. Les empires, monarchies, républiques qui se sont succédés depuis la Révolution ne sont jamais revenus sur ce choix, bien au contraire. La France s'en est trouvée unifiée sous la domination de Paris, qui a rayonné sur un espace de plus en plus vaste de l'Europe occidentale et du monde, mais a progressivement créé le vide alentour, asséchant la province de son élite et créant le désert français. Je n'en donnerai qu'un seul symptôme qui résume à lui seul l'une des facettes du mal français. De 148 aristocrates pensionnés par le roi et vivant près de lui en 1520, leur nombre est passé à 14 000 sous Louis XVI, sans compter les pensionnés des princes. Jean d'Ormesson, né dans ce milieu, le décrit fort bien. On aurait pu croire chez nous que l'argent n'existait pas. Il n'existait pas, évidemment, parce que nous en avions. Mais personne n'aurait jamais eu le front d'en parler, ni naturellement d'en gagner. L'argent, comme le cancer, la tuberculose, les maladies vénériennes, était l'objet d'un traitement qui consistait d'abord à le plonger dans le néant. L'image du monde que nous valait ce silence était un peu obscure, mais tout à fait charmante, conclut Jean d'Ormesson. Cet adjectif charmante fait sourire, mais il dénote un écart de perception de l'argent au sein de la société française qui explique la force du sentiment de frustration de ceux qui n'en ont pas, et que la crise dite des Gilets jaunes à l'Hôtel 2018 a bien mis en évidence. Il faut regretter que Louis XIV ait renoncé à appliquer le projet de dîme royale que Vauban lui avait proposé et qui aurait placé la France sur des rails économiques et sociaux bien plus sûrs et bien plus justes. Le colbertisme, qui continue à être enseigné et pratiqué en haut lieu dans notre pays, a ses vertus, certes, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Peut-être devrait-on le métisser d'un peu de vaubanisme. C'est non seulement l'une des causes de la Révolution française, mais aussi du retard pris dans le domaine agricole et industriel par rapport à l'Angleterre, où la plupart des landlords sont restés, jusqu'à aujourd'hui, sur leurs terres. Le général de Gaulle avait confié à Alain Peyrefitte qu'il ne partageait pas son point de vue quant aux conséquences très négatives de l'exode de la noblesse vers Paris. Il admirait, je parle du général, toutes les décisions prises par Louis XIV pour donner plus de dignité à la fonction royale, centraliser et renforcer la grandeur de la France. Ajoutons une autre fâcheuse décision du roi Soleil, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui a chassé plus de 200 000 citoyens d'élite de notre pays, partis mettre leur talent au service de plusieurs pays d'Europe du Nord et d'outre-mer, et ce, malgré les avertissements du décidément clairvoyant Vauban à son souverain. Ce n'est pas un hasard si la principale résistance à la Révolution française est venue des bocages de l'Ouest, là où un humble et pieux clergé et de peu fortunés hobereaux, résidant à leur demeure rurale, continuaient à encadrer les populations qui leur étaient dévouées. C'est encore l'une des régions de France où se crée le plus d'entreprises et où le taux de chômage est le plus faible, 7,2% dans les Pays de Loire. La situation française est assez comparable en ce domaine à celle de la Russie tsariste, qui, elle aussi, pour n'avoir pas su se réformer à temps et en profondeur, a basculé dans une sanglante révolution menée par d'habiles idéologues, suivie de 3/4 de siècle de totalitarisme. Il sera difficile de revenir sur l'hypercentralisation française, si tant est qu'un tel projet puisse jamais voir le jour. Au fond, la décentralisation n'a jamais été vraiment souhaitée par l'élite politico-administrative dont le jacobinisme est entretenu au sein de quelques pépinières où l'on forme les futurs hauts fonctionnaires. Il est d'usage de vilipender ce qui est appelé avec mépris le millefeuille territorial, de nier le principe de subsidiarité
et de continuer à penser que l'État a un rôle essentiel à jouer dans tous les secteurs de la vie du pays. Outre ses missions régaliennes, celui-ci prétend gérer au mieux l'éducation, la culture, la santé, mais aussi la production énergétique, une partie de l'industrie ou certains services comme les transports. Il dépense pour cela 57% de la richesse nationale, ce qui correspond à 44% de prélèvements obligatoires. Record pour les pays de l'OCDE. Le débat sur la privatisation de la compagnie Aéroports de Paris est considéré comme surréaliste par tous les pays de l'OCDE. Mais nombreux sont les Français qu'il ne choque pas que leur sensibilité politique soit de gauche ou de droite. Beaucoup pensent que seul l'argent public est propre, efficace et juste, tandis que l'argent privé est éminemment suspect. Ils attendent tout d'un État dans lequel, pourtant, ils n'ont pas confiance, comme le montre depuis si longtemps la contestation des gouvernements, quels qu'ils soient, à l'occasion violente, qui est devenue une sorte de sport national. Dans un pays qui porte si fièrement la démocratie en bandoulière, c'est une forme aiguë d'irresponsabilité et une inversion de sa tradition catholique qui, elle, invite à croire en Dieu et à lui vouer une confiance infinie, puisqu'il ne veut que le bien de l'humanité, mais propose tout de même à cette dernière de mériter son paradis sans aucune prédestination. Imaginez le tollé que provoquerait la reprise à son compte par le président de la République de la célèbre phrase de Kennedy dans son discours d'investiture du 20 janvier 1961 : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Beaucoup pensent qu'il faut mieux redistribuer les revenus et se rapprocher de l'égalité parfaite, dont on sait de quel succès elle a été couronnée au sein du bloc soviétique, en Chine maoïste ou en Corée du Nord. Comme l'écrit Chateaubriand, les Français n'aiment point la liberté. L'égalité seule est leur idole. Or, je cite toujours Chateaubriand, l'égalité et le despotisme ont des liaisons secrètes. Denis Oliven prétend que l'on a l'un des systèmes les plus égalitaires au monde, et pourtant, chacun a le sentiment de vivre dans un régime d'injustice. La différence entre égalité de revenus et égalité des chances échappe aujourd'hui à une grande partie des Français, y compris parmi les universitaires et dans la classe politique, tous partis confondus. Il résulte de cette ornière que l'école ne tient pas en haute estime l'entreprise, et au-delà, l'acte même d'entreprendre. C'est une facette récurrente du mal français. Par ailleurs, à supposer qu'un gouvernement parvienne à établir l'égalité des revenus qui fait rêver tant de Français, il n'aurait pas pour autant réalisé l'égalité des savoirs et de la culture, et donc des chances, qui, elle, ne peut s'obtenir que par une école exigeante, idée qui est bien en panne depuis Jules Ferry. La France est de plus en plus une exception mondiale à cet égard. Le modèle centralisé français est unique en Europe. Pour en assurer l'efficacité et la pérennité, l'État a imaginé à l'échelle de la France des institutions et une organisation territoriale aussi centripète que celle de l'Empire romain. Il en est résulté une croissance continue de Paris et de l'Île-de-France, surtout à partir du XVIe siècle, au point d'en faire une métropole aujourd'hui de 12 millions d'habitants, soit plus de 18% de la population française. Même Londres ne compte que 13,5% de la population du Royaume-Uni. Moscou, dans un pays très centralisé, ne regroupe que 8% de la population de la Russie. Et Madrid, 6,8% de la population espagnole. Ne vivent à Berlin que 4,5% des Allemands. Et à Rome, 4% des Italiens. Il faut chercher sur d'autres continents des situations comparables ou plus exacerbées. À Mexico vivent 16% des Mexicains. Et parmi les grands pays, seul le Japon dépasse la France, avec 30% de sa population concentrée à Tokyo. Le maire de Bordeaux, qui était Montaigne, écrivait déjà, je le cite, « Paris a mon cœur dès mon enfance, je ne suis français que par cette grande cité, incomparable en variété, la gloire de la France est l'un des plus nobles ornements du monde. » Ce texte est gravé sur le socle de sa statue qui fait face au bureau du recteur de Paris à la Sorbonne. Une telle métropole a beaucoup servi le rayonnement politique, culturel et économique d'un pays qui ne compte que 0,8% des habitants de la planète. Notre ancien confrère, dont j'ai l'honneur d'occuper le fauteuil, Michelet, l'écrivait avec force
dans son tableau de la France en 1833, introduction au roman national qui a nourri le patriotisme de nombreuses générations de Français et qui est aujourd'hui brocardé par une certaine école historique. Je cite Michelet, « Le centre se sait lui-même, pense, innove dans la science, dans la politique. Il transforme tout ce qu'il reçoit. Il boit la vie brute et elle se transfigure. Les provinces se regardent en lui. En lui, elles s'aiment et s'admirent sous une forme supérieure. Elles se reconnaissent à peine. » Et le Breton, Ernest Renan, affirmait dans son discours de réception à l'Académie française le 3 avril 1879 sous cette coupole. « Paris, ce centre incomparable, où se rencontrent et se croisent toutes les excitations, tous les éveils, le monde, la science, l'art, la littérature, la politique, les hautes pensées et les instincts populaires, l'héroïsme du bien et par moments aussi la fièvre du mal. » Aujourd'hui, l'Île-de-France représente le tiers du produit intérieur brut de la France métropolitaine, 25% des créations d'entreprises, 56% du trafic aérien de passagers, 32% des nuitées d'hôtel, 27% des étudiants de l'enseignement supérieur. Admirable destin que celui de cette capitale dont l'inventivité demeure vive et sans qui la France ne serait certainement pas la 7e puissance économique mondiale alors qu'elle n'est que la 20e par sa population. Mais à quel prix pour la province et singulièrement pour l'espace rural? Dès la Renaissance, le pouvoir central organise le réseau des voies de communication en étoile autour de Paris. Aux routes de poste et au maillage des canaux a succédé le réseau ferroviaire, en particulier récemment celui des TGV, le réseau autoroutier, le réseau aérien. Toute liaison transversale en France est une aventure qui demande du temps. Aux gouverneurs de province nommés par le roi ont succédé les préfets, juste un peu moins puissants qu'au début de la Ve République, malgré la décentralisation entamée à partir de 1982. Malgré ses contempteurs, le millefeuille territorial est tout de même très ancré dans les mentalités et dans la géographie de la France. Tous les échelons résistent tant bien que mal. Les 34 968 communes à ce jour, héritées du réseau des paroisses et châtellenies établi il y a environ 1000 ans, ont la vie très dure. Elles représentent plus d'un demi-million d'élus quasiment bénévoles, attachés au bien commun, et il est bien regrettable que la moitié des maires actuels ne souhaitent pas se représenter aux élections municipales du printemps prochain en raison de la bureaucratie qui les écrase et malgré l'attachement que leur vouent leurs concitoyens. Les Français aiment aussi leur département. Ils datent de la Révolution, mais ils ont succédé à des circonscriptions administratives d'Ancien Régime et à des évêchés assez proches de leur configuration spatiale actuelle. Certains sont même des avatars des territoires des tribus gauloises et des cités gallo-romaines. La Dordogne, jadis Périgord et évêché de Périgueux, est l'ancienne cité des Pétrocores. L'Ardèche, qui a succédé au Vivarais, est l'ancienne cité des Elviens. Les régions, en revanche, surtout dans leur configuration actuelle qui remonte à 2015, sont technocratiques et leur regroupement récent a répondu à des préoccupations politiciennes bafouant tout sentiment d'appartenance de leurs habitants, exception faite de celles qui ont résisté, la Normandie, la Bretagne, l'Île-de-France, la Corse et l'Outre-mer. La Cour des comptes a révélé récemment, comme il était facile de le prévoir il y a 4 ans, que l'opération a augmenté les coûts de fonctionnement au lieu de les diminuer. Les régions n'auraient de véritable intérêt que si elles disposaient des mêmes prérogatives que les Länder allemands, ce qui est très loin d'être le cas et même d'être envisagé par l'État. Avec les Espagnols et les Portugais, les Français sont sans doute le peuple européen le plus extraverti, celui qui a le plus développé l'esprit de mission et qui est longtemps demeuré persuadé qu'il avait quelque chose à dire et à transmettre au monde. Dans le contexte de sa foi chrétienne, sous l'impulsion de ses princes et de son élite, la France a, depuis le Moyen-Âge, cherché à construire un modèle politique, social, culturel exportable. Elle a possédé l'un des plus vastes empires coloniaux, dont elle conserve quelques départements et territoires d'outre-mer répartis sous toutes les latitudes et qui lui valent la 2e zone économique exclusive du monde, juste derrière les États-Unis, 8% des zones économiques exclusives du monde pour 0,45% des terres émergées. Quelques années après l'indépendance de la plupart de ces anciennes colonies, elle a créé
l'Organisation internationale de la francophonie en 1970, à laquelle adhèrent aujourd'hui 88 pays et dont les homologues, il y a 2 organisations homologues, lusophones et arabophones, sont beaucoup plus modestes. Avec 163 ambassades, le réseau diplomatique français est le 3e au monde, venant juste derrière celui des États-Unis et de la Chine, loin devant celui du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Il est complété par les instituts français, les alliances françaises et 13 instituts de recherche à l'étranger. Après Charlemagne, l'idée d'une Europe occidentale dominée par la France émerge à nouveau au moment de la Renaissance. Des guerres d'Italie jusqu'à Napoléon III, les souverains français tenteront de s'étendre dans toutes les directions par divers moyens pacifiques, les mariages par exemple, ou militaires. L'extension maximale sur le continent européen est atteinte pour peu de temps sous Napoléon Ier. Le XXe siècle a été marqué par une autre tentative d'union européenne par la force, celle de Hitler, qui aurait, si elle n'avait échoué, comporté un noyau dur, l'Allemagne, et des périphéries plus ou moins soumises. La tentative soviétique d'expansion vers l'Ouest a été contenue grâce à l'alliance des pays d'Europe occidentale avec les États-Unis. Le glacis des satellites d'Europe centrale a volé en éclats dans la dernière décennie du XXe siècle, et le projet d'une grande Russie communiste, unissant l'Europe à l'Asie et alors de l'Atlantique au Pacifique, a donc lui aussi échoué. C'est l'OTAN et la protection militaire de l'Amérique qui ont permis la prospérité et la paix en Europe de l'Ouest pendant la guerre froide, et donc la construction progressive de l'Union européenne. Celle-ci a commencé sous l'impulsion des Français, Jean Monnet et Robert Schuman, et par la mise au point d'une coopération économique autour de 2 produits stratégiques, le charbon et l'acier, puis ensuite par la sincère réconciliation du vieux couple infernal constitué par la France et l'Allemagne. Si la France a depuis l'origine joué un rôle moteur dans cette construction géopolitique qu'est l'Europe, cela tient largement à la lassitude, voire au dégoût des guerres qui l'ont opposée aux composantes du Saint-Empire romain germanique, puis à l'Allemagne, presque sans interruption depuis la fin du XVe siècle jusqu'à 1945. Elles ont provoqué des millions de morts de part et d'autre. Cette Europe, d'aujourd'hui, exclusivement économique dans un premier temps, a perdu, il faut le dire, beaucoup d'énergie à imaginer une politique agricole commune qui a absorbé pendant des décennies une grande partie de son budget. Elle est parvenue à une monnaie commune, l'euro. Espérons qu'elle avancera sur la voie d'une plus grande harmonie dans les domaines social, politique et militaire. La France contribue au budget de l'Union à hauteur de 16 milliards d'euros, derrière l'Allemagne, 20 milliards, et devant l'Italie, 10 milliards. Elle récupère sous forme de subventions l'essentiel de sa contribution, soit 13,5 milliards d'euros, ce qui est très loin d'être le cas de l'Allemagne, qui n'en reçoit que 11. Le déséquilibre entre subventions et contributions à la richesse nationale et européenne atteint évidemment des sommets outre-mer. L'éloignement fait que la métropole et le territoire européen y apparaissent comme relativement abstraits et que personne n'éprouve le moindre doute quant à la légitimité de cette situation d'assistanat. Mes chères consoeurs et mes chers confrères, mesdames et messieurs, dehors, c'est l'automne. Les Français et les princes, qui ont tant de mal à les gouverner, semblent las de leur histoire et de leur géographie qu'ils ne savent plus conduire de manière éclairée. Les modes et les idées reçues tiennent lieu de pensée et d'esprit critique. Et nos contemporains se contentent trop souvent d'être dans le vent, oubliant, comme disait Gustave Thibon, que c'est une ambition de feuille morte. Notre compagnie, ainsi que 4 autres qui peuplent cette maison, toutes vêtues de vert printanier, ont pour mission d'aider notre pays à retrouver l'enthousiasme de sa jeunesse, à reprendre les rênes de son destin et d'aménager son cadre de vie pour qu'il soit de nouveau une terre aimée, où il fait bon vivre, ce qui est la définition même que les géographes donnent au mot « territoire ». S'il revenait parmi nous, il faudrait que notre confrère associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Thomas Jefferson, débordant d'affection pour notre pays et qui connaissait si bien sa géographie, puisse encore dire « Tout homme a 2 patries, la sienne et puis la France ». Je vous remercie. « 1
Merci beaucoup, cher Perpétuel. Mesdames, Messieurs, vous avez remarqué que les différentes interventions ainsi que les prix qui ont été décernés, les thèmes de ces prix sont évidemment très variés, très divers, mais en même temps convergent autour, je dirais, de grandes notions. D'une part, une claire conscience de nos problèmes sans autosatisfaction excessive, et en même temps la ferme résolution que mes confrères et moi-même, dans toute la verdeur que le Perpétuel a bien voulu rappeler, voulons contribuer par la réflexion et par notre rôle justement de réflexion à permettre de dépasser. Avant de lever la séance, je tiens à vous remercier, mesdames, messieurs, vous tous, de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. Et je tiens à remercier tous les collaborateurs de notre académie, de l'Institut, qui ont préparé cette rentrée solennelle.